6 août 1945. Le ciel bleu clair au-dessus d'Hiroshima ne trahissait aucune trace de l'horreur sur le point de se dérouler. Alors que le soleil montait plus haut, projetant de longues ombres sur la ville animée, Tsutomu Yamaguchi, 29 ans, remuait dans son modeste logement. Pendant 3 longs mois, il avait été loin de sa femme bien-aimée et de son jeune fils, travaillant comme ingénieur pour Mitsubishi Heavy Industries. Son travail de conception de pétrolier avait été épuisant, mais aujourd'hui il promettait une belle récompense. Ce serait son dernier jour à Hiroshima avant de rentrer chez lui à Nagasaki. Yamaguchi se leva tôt, son esprit s'emballant déjà en pensant au voyage à venir. Il plia soigneusement son futon, savourant une dernière fois la routine familière. Tout en préparant un petit déjeuner simple composé de riz et de soupe miso, il s'accorda un moment de réflexion. La guerre a fait des ravages au Japon, mais ici à Hiroshima, la vie continue avec un semblant de normalité. Il ne savait pas que dans quelques heures, le concept même de normalité serait brisé à jamais. L'air du matin était déjà chargé d'humidité lorsque Yamaguchi sortit dans la rue. La cacophonie de la vie quotidienne l'enveloppait, les bavardages des voisins, le grondement lointain des tramways, les rires des enfants se dirigeant vers l'école. Il respirait tout cela, mémorisant ces moments ordinaires. Il deviendrait bientôt de précieuses reliques d'un monde sur le point de disparaître. Alors qu'il se dirigeait vers le chantier naval, les pensées de Yamaguchi se tournèrent vers sa famille. Il imaginait sa femme, Isako, peut-être à ce moment précis s'occupant de leur jeune fils, Katsutoshi. L'image lui fit sourire et dynamiser sa démarche. Encore une journée de travail, il prendrait le train pour les ramener. À 8h15 précises, le rythme ordinaire de la matinée est bouleversé. Un seul bombardier américain B-29, identifié plus tard comme l'Enola Gay, est apparu haut dans le ciel sans nuages. À cet instant, avant que quiconque puisse comprendre ce qui se passait, le monde a éclaté dans un éclat de lumière inimaginable. La bombe atomique, baptisée Little Boy, a explosé avec une force équivalente à 15 000 tonnes de TNT. Le flash était plus brillant que 1000 soleils, transformant la matinée en un midi infernal. Yamaguchi, qui traversait un pont à pied, eut juste le temps d'enregistrer l'avion avant que le ciel lui-même ne semble s'ouvrir. L'explosion l'a fait tomber, le faisant tomber sur le pont. Durant ces fractions de secondes, alors que l'onde de choc déchirait l'air, le monde de Yamaguchi devint silencieux. Le rugissement assourdissant de l'explosion dépassait la capacité de l'oreille humaine à comprendre. Alors qu'il touchait le sol, une douleur fulgurante l'enveloppa. La chaleur de l'explosion, atteignant des températures plus chaudes que la surface du soleil, lui a brûlé le côté gauche. Pendant ce qui semblait être une éternité, mais qui ne durait probablement que quelques instants, Yamaguchi resta abasourdi sur le sol. Lorsqu'il parvint enfin à ouvrir les yeux, il se retrouva dans un paysage transformé au point de devenir méconnaissable. Les rues et les bâtiments familiers d'Hiroshima avaient disparu, remplacés par un tableau cauchemardesque de destruction. Alors que ses sens reprenaient lentement ses esprits, l'horreur de la situation commença à lui apparaître. L'air était épais de poussière et de fumée, ce qui rendait la respiration difficile. L'odeur âcre de chair brûlée et de terre brûlée lui remplit les narines. Et puis, traversant le silence étrange qui a suivi l'explosion, sont venus les sons qui entraient Yamaguchi pour le reste de sa vie, les cris d'agonie des blessés et des mourants. Étourdi et désorienté, Yamaguchi lutta pour se relever. Son côté gauche le palpitait de douleur et il réalisa avec un sursaut que son tympan gauche était rompu. Le monde autour de lui nageait de manière intermittente alors qu'il essayait de donner un sens à ce qui s'était passé. Les bâtiments qui se dressaient fièrement il y a quelques instants étaient désormais des tas de métal tordu et de béton brisé. Les incendies faisaient rage de manière incontrôlée, consumant tout sur leur passage. À travers la brume du choc et de la douleur, une pensée s'est cristallisée dans l'esprit de Yamaguchi. Il devait trouver un abri. Opérant par pur instinct, il commença à trébucher parmi les ruines de la ville. Les rues dans lesquelles il avait parcouru ce matin-là étaient désormais méconnaissables, jonchées de débris et de cadavres. Les survivants, leurs vêtements en lambeaux et leurs peaux pendantes en bandes, erraient sans but, les yeux vides de choc. Alors qu'il traversait la dévastation, Yamaguchi a rencontré des scènes qui défiaient l'entendement. Des personnes dont les corps avaient été si gravement brûlés qu'il était impossible de distinguer leur sexe. Des enfants qui réclament des parents qui ne répondront jamais. Les plus chanceux étaient morts sur le coup, les malchanceux faisaient face à une mort lente et atroce. Après ce qui semblait être des heures, mais qui n'était probablement que peu de temps,
Yamaguchi se retrouva au chantier naval Mitsubishi partiellement détruit. Là, dans un abri anti-bombe, il a rencontré 2 de ses collègues qui avaient également survécu à l'explosion initiale. Ensemble, ils se blottissaient dans l'obscurité, essayant de comprendre l'incompréhensible. Au fur et à mesure que la journée avançait, l'ampleur du désastre commençait à apparaître. Des rumeurs se sont répandues parmi les survivants. Il ne s'agissait pas d'une bombe ordinaire. Certains parlaient d'une nouvelle arme, quelque chose qui dépassait l'imagination. Dans l'abri anti-bombe, Yamaguchi et ses collègues ont débattu de la marche à suivre. La ville était dans le chaos, les communications étaient coupées et personne ne savait si d'autres attaques allaient se produire. Malgré ses blessures, les pensées de Yamaguchi se tournèrent vers sa famille à Nagasaki. Il devait revenir vers eux pour s'assurer qu'il était en sécurité. À la tombée de la nuit, il prit une décision qui allait modifier le cours de sa vie. Il tenterait de retourner à Nagasaki. Le trajet jusqu'à la gare fut une descente aux enfers. Les incendies qui avaient fait rage toute la journée s'étaient transformés en une immense tempête de feu, consumant de vastes pans de la ville. La chaleur était si intense que Yamaguchi avait l'impression que sa peau allait fondre sur ses os. La fumée était épaisse et étouffante, rendant chaque respiration difficile. Étonnamment, certains trains circulaient encore. Yamaguchi, avec d'autres survivants choqués, monta à bord d'un train à destination de Nagasaki. Alors qu'il s'éloignait de la ville en ruine, Yamaguchi eut un dernier aperçu d'Hiroshima. La ville autrefois animée était désormais un désert fumant, méconnaissable à l'exception de quelques bâtiments emblématiques qui étaient miraculeusement restés debout. Le voyage de nuit a été un mélange de douleur et de rêves enfiévrés. Yamaguchi dérivait entre et hors de conscience, son corps ravagé par la douleur causée par ses brûlures et l'exposition aux radiations qu'il ne comprenait pas encore. Lorsqu'il n'était pas consumé par l'agonie physique, son esprit le torturait avec des images de ce dont il avait été témoin. Les visages des morts et des mourants hantaient ses tentatives intermittentes de sommeil. À l'aube du 8 août, le train entra dans la gare de Nagasaki. Yamaguchi, à peine capable de se tenir debout, trébucha sur la plateforme. La normalité de la scène, les gens vaquant à leurs occupations quotidiennes, la ville épargnée par la guerre, semblait surréaliste après le paysage apocalyptique qu'il avait laissé derrière lui à Hiroshima. Rappelant ses dernières forces, Yamaguchi rentra chez lui. Les retrouvailles avec sa femme et son fils ont été douces amères. Bien qu'il soit ravi de les voir sains et saufs, Yamaguchi était un homme changé. En racontant les horreurs dont il avait été témoin, il a vu l'incrédulité dans les yeux de sa femme. Comment pouvait-il lui faire comprendre quelque chose qu'il pouvait à peine comprendre? Malgré ses blessures et le traumatisme qu'il a subi, Yamaguchi s'est senti obligé de se présenter au travail le lendemain. Peut-être s'agissait-il d'une tentative désespérée de s'accrocher à la normalité, ou peut-être était-ce le sens du devoir enraciné qui lui avait été inculqué. Quelle que soit la raison, le matin du 9 août, Yamaguchi se retrouva dans son bureau du chantier naval Mitsubishi de Nagasaki. Alors qu'il décrivait à son superviseur les destructions dont il avait été témoin à Hiroshima, Yamaguchi fut accueilli avec scepticisme. Comment une seule bombe pourrait-elle détruire une ville entière? Cela semblait impossible au-delà de toute croyance. Il ne savait pas que dans quelques instants, il serait témoin de l'impossible. À 11h02 du matin, alors que Yamaguchi était en train de raconter ses expériences, un éclair aveuglant familier illumina le ciel de Nagasaki. À ce moment-là, le monde de Yamaguchi s'est arrêté. Cela ne pouvait pas se reproduire. C'était impossible. Et pourtant, alors que les secondes s'allongeaient dans l'éternité, il sut avec une horrible certitude que c'était le cas. L'explosion a projeté Yamaguchi au sol pour la deuxième fois en 3 jours. Alors que l'onde de choc déchirait le bâtiment, il était certain que cette fois, il ne survivrait pas. L'univers semblait doté d'un cruel sens de l'ironie. Avoir échappé à la mort à Hiroshima pour l'affronter à nouveau à Nagasaki semblait être une plaisanterie cosmique aux proportions insondables. Lorsque la poussière est retombée et que Yamaguchi s'est rendu compte qu'il était toujours en vie, sa première pensée a été pour sa famille. Abasourdi, il sortit en trébuchant de l'immeuble de bureau en ruine et se retrouva dans une scène de dévastation étrangement similaire à celle dont il avait été témoin à Hiroshima. Une fois de plus, l'air était rempli des cris des blessés et de l'odeur âcre de la chair brûlée. Le voyage de retour de Yamaguchi à travers les ruines de Nagasaki était un cauchemar de déjà-vu. Chaque pas était une agonie, à la fois physique et émotionnelle. La pensée qui le maintenait était l'espoir que sa femme et son fils avaient survécu d'une manière ou d'une autre.
En approchant de son domicile, il a constaté que la maison avait été gravement endommagée par l'explosion. Pendant un instant, son cœur s'est arrêté. Puis, miraculeusement, il entendit un cri. C'était son fils, Katsutoshi. Yamaguchi s'est précipité à l'intérieur pour retrouver sa femme, blessée mais vivante, berçant leur enfant. À ce moment-là, au milieu du chaos et de la destruction, Yamaguchi ressentit une montée de quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, l'espoir. Les jours qui suivirent furent un flou de survie. Yamaguchi et sa famille, comme des milliers d'autres, ont eu du mal à trouver de la nourriture et de l'eau potable. Le risque d'incendie était constant et l'air était chargé de retombées radioactives, même s'ils ne comprenaient pas encore les dangers à long terme que cela représentait. Lorsque la nouvelle de la capitulation du Japon leur parvint le 15 août, Yamaguchi et sa famille furent confrontés à un avenir incertain. Leur ville était en ruine, leur pays vaincu et ils souffraient de blessures visibles et invisibles. La guerre était terminée, mais pour Yamaguchi et les autres survivants, un autre type de bataille ne faisait que commencer. La première partie du scénario reste la même jusqu'au paragraphe mentionné ci-dessus. Puis cela continue ainsi, émoticône, heureux, dans les semaines et les mois qui ont suivi. Yamaguchi et sa famille ont lutté contre les effets du mal des radiations. Leurs cheveux tombaient en touffes, ils souffraient de nausées et de fatigue, et leurs brûlures guérissaient lentement, laissant des cicatrices douloureuses. Mais les blessures les plus profondes étaient peut-être psychologiques. Yamaguchi était hanté par des cauchemars, revivant les horreurs dont il avait été témoin dans les deux villes. L'expérience de la famille Yamaguchi n'est pas unique. À Hiroshima et à Nagasaki, les survivants étaient aux prises avec des maladies similaires, leur corps et leur esprit étant à jamais modifiés par leur exposition aux radiations. Le mot japonais « ibakusha », qui signifie « personne touchée par l'explosion », est devenu un terme chargé à la fois de sympathie et de stigmatisation. Pour Yamaguchi, la récupération physique a été ardue. Les brûlures sur son côté gauche, causées par l'explosion d'Hiroshima, ont mis du temps à guérir. Il a subi plusieurs greffes de peau, chaque procédure étant un douloureux rappel de ce jour fatidique. Son audition, endommagée par les doubles explosions, ne s'est jamais complètement rétablie. Ses maux physiques constituaient un lien constant et tangible avec ses expériences, rendant impossible de simplement passer à autre chose, comme le suggéraient certains amis et collègues bien intentionnés. Le bilan psychologique a été tout aussi lourd. Yamaguchi fut surpris par des bruits forts, son esprit instantanément ramené au moment de la détonation. Il luttait contre la culpabilité du survivant, se demandant constamment pourquoi il avait été épargné alors que tant d'autres avaient péri. Les visages de ceux qu'il avait vus immédiatement après les bombardements brûlés, défigurés, implorant de l'aide, hantaient ses rêves comme ses heures d'éveil. Alors que le Japon entame un long processus de reconstruction, Yamaguchi tente de reconstruire sa vie. Il retourne travailler chez Mitsubishi et se lance dans la reconstruction. L'entreprise, comme une grande partie de l'industrie japonaise, a été dévastée par la guerre. Les compétences en ingénierie de Yamaguchi étaient très demandées alors que le pays cherchait à reconstruire ses infrastructures et son économie. Cependant, Yamaguchi était un homme changé. L'expérience de survivre non pas à un, mais à 2 bombardements atomiques lui avait donné une perspective unique sur les horreurs de la guerre nucléaire. Il avait du mal à concilier les préoccupations banales de la vie quotidienne avec les scènes apocalyptiques dont il avait été témoin. Comment pouvait-il se concentrer sur la conception de navires alors qu'il avait vu des villes entières réduites en cendres en un instant? Dans les années qui ont immédiatement suivi la guerre, Yamaguchi, comme de nombreux Ibakusha, est resté silencieux sur ses expériences. Il y avait plusieurs raisons à ce silence. Premièrement, il existait au Japon une réticence culturelle profondément ancrée à parler de souffrances personnelles. Le concept de « gaman », supporter les épreuves sans se plaindre, était profondément ancré dans la psyché nationale. Deuxièmement, il existe une peur très réelle de discrimination. Dans une société aux prises avec une pauvreté et des difficultés généralisées, beaucoup considéraient les Ibakusha avec un mélange de pitié et de suspicion. Il y avait des craintes infondées quant à la contagiosité du mal des radiations, et les inquiétudes concernant les effets à long terme sur la santé de l'exposition aux radiations ont conduit à une discrimination en matière d'emploi et de perspectives de mariage. Pour Yamaguchi, il y avait un niveau de complexité supplémentaire. En tant que survivant des 2 attentats à la bombe, son histoire lui paraissait si incroyable qu'il craignait d'être accusé d'exagération ou de recherche d'attention. Il était également aux prises avec un sentiment de culpabilité. Pourquoi avait-il survécu alors que tant d'autres avaient péri?
Le fait qu'il ait survécu à l'attentat d'Hiroshima et été présent lors de l'attentat de Nagasaki l'a-t-il rendu complice d'une manière ou d'une autre? Malgré ses luttes internes, Yamaguchi a continué sa vie. En 1957, lui et sa femme ont accueilli une fille, Toshiko. La naissance de sa fille fut un tournant pour Yamaguchi. Tenant son nouveau-né dans les bras, il fut frappé par le contraste saisissant entre le monde de ses enfants et celui qu'il avait connu pendant la guerre. La joie d'une nouvelle vie contrastait fortement avec la mort massive dont il avait été témoin. C'est à cette époque que Yamaguchi commença à ressentir un sens croissant des responsabilités. À mesure qu'il regardait Toshiko grandir, il devenait de plus en plus préoccupé par le monde dont elle hériterait. La guerre froide battait son plein et la menace d'anéantissement nucléaire devenait grande. La crise des missiles cubains en 1962 a amené le monde au bord d'une guerre nucléaire, une perspective qui a effrayé Yamaguchi. Il commença à remettre en question son silence. N'était-il pas obligé, en tant que témoin direct des horreurs de la guerre atomique, de s'exprimer? N'avait-il pas le devoir d'œuvrer pour un monde où ses enfants et petits-enfants n'auraient jamais à vivre ce qu'il a vécu? Le parcours de Yamaguchi, de survivant à activiste, s'est fait progressivement. Cela a commencé par de petites étapes, partager son histoire avec ses enfants, puis avec des amis proches. Il a trouvé que parler de ses expériences, bien que douloureux, était aussi cathartique. Cela lui a permis de gérer son traumatisme et a donné un sens à sa survie. Au fil des années, Yamaguchi est devenu plus vocal. Il a commencé par partager son histoire avec les écoles locales et les groupes communautaires. Ses discours n'étaient pas seulement des récits des bombardements, mais aussi des appels passionnés en faveur de la paix et du désarmement nucléaire. Il a décrit de manière très détaillée les destructions dont il avait été témoin et les effets à long terme de l'exposition aux radiations, donnant un visage humain aux discussions souvent abstraites sur la politique nucléaire. Le statut unique de Yamaguchi en tant que survivant des 2 bombardements a donné à ses propos un poids particulier. Il pouvait parler non seulement de la dévastation immédiate, mais aussi des étranges similitudes et différences entre les 2 attaques. Il pouvait décrire comment la connaissance de ce qui se passait, acquise à Hiroshima, n'avait rien fait pour atténuer la terreur et le chaos à Nagasaki. À mesure que Yamaguchi se sentait plus à l'aise pour partager son histoire, il commença également à approfondir les aspects techniques et politiques des armes nucléaires. Il s'est formé sur la physique nucléaire, les relations internationales et l'histoire du projet Manhattan. Ces connaissances lui ont permis de s'engager dans des discussions plus nuancées sur la politique nucléaire et les efforts de désarmement. Dans les années 80 et 90, alors que la guerre froide commençait à dégeler, Yamaguchi trouva de nouvelles occasions de partager son message. Il a commencé à écrire et à publier plusieurs livres sur ses expériences et ses opinions sur le désarmement nucléaire. Ses écrits se distinguaient par leur manque d'amertume ou de colère envers les États-Unis. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur le coût humain universel de la guerre et sur le besoin urgent de paix. L'activisme de Yamaguchi a pris une nouvelle dimension à la fin des années 1990 et au début des années 2000. À mesure que la dernière génération d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et de survivants de la bombe atomique commençait à vieillir, on a pris de plus en plus conscience de l'importance de préserver leurs histoires. Yamaguchi s'est impliqué dans les efforts visant à enregistrer et archiver les témoignages d'Hibakusha, garantissant ainsi que les générations futures auraient accès à des récits de première main sur les bombardements atomiques. En 2005, à l'âge de 88 ans, Yamaguchi porte son message sur la scène internationale. Il s'est rendu à New York pour assister à la projection de Nijibaku, Twice Bombed, un documentaire sur les survivants des 2 bombardements atomiques. Le film a attiré une attention renouvelée sur l'histoire unique de Yamaguchi et il a saisi l'opportunité de plaider en faveur du désarmement nucléaire à l'échelle mondiale. L'expérience du voyage aux États-Unis a été profonde pour Yamaguchi. Debout à New York, un endroit qu'il considérait autrefois comme une capitale ennemie, il fut frappé par l'humanité commune qu'il partageait avec les Américains qu'il rencontrait. Beaucoup ont été émus aux larmes par son histoire et Yamaguchi s'est retrouvé à nouer des liens qu'il n'aurait jamais cru possibles. Ce voyage marque le début d'une nouvelle phase dans l'activisme de Yamaguchi. Il a commencé à considérer son rôle non seulement comme un témoin de l'histoire, mais aussi comme un pont entre les cultures. Il a évoqué l'importance de la coopération internationale face aux menaces mondiales, soulignant que le pouvoir destructeur des armes nucléaires ne connaissait pas de frontières nationales. Le moment le plus significatif de Yamaguchi en tant qu'activiste s'est produit en 2006, lorsqu'il s'est adressé aux Nations Unies. Devant les dirigeants du monde,
Cet humble ingénieur, qui avait été témoin direct de l'aube de l'ère atomique, a lancé un puissant appel en faveur de la paix. La gravité du moment n'a échappé à personne. C'était un homme qui avait vécu le pire que l'humanité puisse infliger, mais qui avait néanmoins trouvé la force de plaider en faveur d'un avenir meilleur. Son discours ce jour-là était à la fois un récit des horreurs dont il avait été témoin et un appel à l'action. Il parlait de l'éclair plus brillant que le soleil, de la chaleur qui faisait fondre la pierre, de l'explosion qui détruisait les villes. Mais il a également parlé de résilience, de la capacité humaine de pardon et de l'urgence de la réconciliation. « Je ne comprends pas pourquoi le monde ne peut pas comprendre l'agonie des bombes nucléaires », a-t-il déclaré. « Comment peuvent-ils continuer à développer ces armes ?» Les paroles de Yamaguchi ce jour-là ont résonné bien au-delà des murs de l'ONU. Son témoignage est un rappel brutal du coût humain de la guerre nucléaire, coupant ainsi les discussions souvent abstraites et aseptisées sur la stratégie nucléaire. Il a forcé les dirigeants du monde à faire face aux conséquences réelles de leur politique, à voir les visages derrière les statistiques des victimes. Dans les années qui ont suivi son discours à l'ONU, le profil de Yamaguchi en tant qu'activiste a continué de croître. Il a donné de nombreuses interviews, est apparu dans des documentaires et a continué à prendre la parole dans des écoles et des universités. Son message est resté cohérent. Un monde exempt d'armes nucléaires n'est pas seulement souhaitable, mais nécessaire à la survie de l'humanité. Le travail de plaidoyer de Yamaguchi a pris une nouvelle urgence à la fin des années 2000, alors que les tensions entre les nations dotées de l'arme nucléaire augmentaient et que la menace de prolifération devenait grande. Il voyait des parallèles troublants entre la rhétorique de son époque et le nationalisme qui avait conduit à la Seconde Guerre mondiale. En réponse, il a redoublé d'efforts, déterminé à faire entendre sa voix tant qu'il le pouvait encore. En 2009, à l'âge de 93 ans, Yamaguchi fut officiellement reconnu par le gouvernement japonais comme un Nijui Bakusha, un survivant des 2 bombardements atomiques. Cette reconnaissance, bien que bienvenue, était douce amère. Yamaguchi n'avait jamais recherché une reconnaissance personnelle. Son objectif a toujours été d'honorer la mémoire de ceux qui n'ont pas survécu et d'empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent. Cette reconnaissance a cependant fourni à Yamaguchi une plateforme encore plus large pour son message. Dans les mois qui ont suivi, il a utilisé sa nouvelle notoriété pour poursuivre son travail de plaidoyer, en donnant des interviews et en écrivant des articles qui ont touché un public mondial. Alors que sa santé commençait à se détériorer, les pensées de Yamaguchi se tournèrent vers l'héritage qu'il laisserait derrière lui. Il s'inquiète de l'état du monde et de la menace persistante des armes nucléaires. Mais il a également trouvé de l'espoir chez les jeunes générations, notamment dans le mouvement mondial croissant en faveur du désarmement nucléaire. Dans ses dernières interviews et écrits, Yamaguchi revient sur le long voyage qu'il a conduit des ruines d'Hiroshima et de Nagasaki à la scène mondiale. Il a parlé du pouvoir transformateur du pardon, tant pour les individus que pour les nations. Il a souligné l'importance de l'éducation dans la prévention de futurs conflits, affirmant qu'une compréhension de l'histoire et une appréciation des diverses cultures étaient essentielles à une paix durable. Yamaguchi s'est également adressé à la communauté Hibakusha, en particulier aux jeunes survivants et aux enfants des survivants. Il les a encouragés à continuer de partager leurs histoires afin de garantir que les leçons d'Hiroshima et de Nagasaki ne soient jamais oubliées. Il a parlé de la responsabilité qui découlait de leur point de vue unique, les exhortant à utiliser leur voix au service de la paix. Au cours de ces derniers jours, Yamaguchi a exprimé un mélange d'inquiétude et d'espoir pour l'avenir. Il s'inquiète de la persistance des armes nucléaires et de la montée du nationalisme dans diverses régions du monde. Mais il a également vu des signes de progrès, une sensibilisation croissante du public à la menace nucléaire, une coopération accrue entre les nations sur les questions mondiales et une nouvelle génération engagée en faveur de la paix et du désarmement. Tsutomu Yamaguchi est décédé le 4 janvier 2010 à l'âge de 93 ans. Sa mort a marqué la fin d'une vie remarquable qui a traversé la période la plus tumultueuse de l'histoire de l'humanité. Des cendres de 2 bombardements atomiques, il était devenu une voix puissante en faveur de la paix, un témoignage vivant des horreurs de la guerre nucléaire et de la nature indomptable de l'esprit humain. La nouvelle du décès de Yamaguchi a suscité une vague d'hommages du monde entier. Les dirigeants du monde, les militants et les citoyens ordinaires ont reconnu l'importance de sa vie et de son œuvre. Beaucoup ont cité Yamaguchi comme un exemple de résilience face à une adversité inimaginable et du pouvoir de l'action individuelle pour provoquer le changement. Au Japon, la mort de Yamaguchi a été particulièrement poignante. En tant que l'un des derniers Nijui Bakusha survivants,
Son décès représente la disparition de la mémoire vivante des bombardements atomiques. Cela a souligné l'urgence de préserver et de partager les histoires des Hibakusha, afin de garantir que les générations futures comprendront le véritable coût de la guerre nucléaire. L'héritage de Yamaguchi perdure à bien des égards. Ses livres continuent d'être lus et étudiés, fournissant des récits de première main sur l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Les documentaires présentant son témoignage constituent de puissants outils pédagogiques, apportant la réalité de la guerre atomique à de nouveaux publics. Peut-être plus important encore, l'œuvre de Yamaguchi se poursuit grâce aux efforts de ceux qui l'ont inspiré. Les militants antinucléaires du monde entier tirent force et motivation de son exemple. Son histoire est enseignée dans les écoles non seulement comme un récit historique, mais aussi comme une leçon sur l'importance de la paix, du pardon et du pouvoir d'un individu de faire la différence. À Hiroshima et Nagasaki, Yamaguchi reste un symbole de survie et de résilience. Son expérience unique en tant que survivant des 2 bombardements fait de lui un puissant rappel de l'histoire commune de ces 2 villes. Les cérémonies de paix annuelles dans les 2 villes incluent souvent des références à l'histoire de Yamaguchi et à son engagement de toute une vie en faveur du désarmement nucléaire. Sur la scène internationale, l'influence de Yamaguchi continue de se faire sentir dans les discussions sur la politique nucléaire. Son témoignage aux Nations Unies et dans d'autres forums internationaux nous rappelle constamment le coût humain des armes nucléaires. Les diplomates et les décideurs politiques travaillant sur les questions de désarmement citent souvent les paroles de Yamaguchi comme un impératif moral pour leur travail. L'histoire de Yamaguchi a également inspiré des artistes et des écrivains du monde entier. Des romans, des pièces de théâtre et des films ont été créés sur la base de ces expériences, contribuant ainsi à transmettre son message à de nouveaux publics. Ces interprétations artistiques ne servent pas seulement de mémorial à Yamaguchi, mais aussi de nouvelles façons d'aborder les questions morales et existentielles complexes soulevées par les bombardements atomiques. Au cours des années qui ont suivi le décès de Yamaguchi, la pertinence de son message n'a fait que croître. Alors que les tensions nucléaires augmentent dans diverses régions du monde, ces avertissements sur les conséquences catastrophiques d'une guerre nucléaire revêtent une nouvelle urgence. Son appel au désarmement et à la coopération internationale résonne dans un monde aux prises avec des défis mondiaux qui transcendent les frontières nationales. Dans le même temps, l'histoire de Yamaguchi continue d'offrir de l'espoir. Il témoigne de la résilience de l'esprit humain, du pouvoir du pardon et de la capacité des individus à façonner l'histoire. Dans un monde souvent dépassé par l'ampleur de ses problèmes, la vie de Yamaguchi nous rappelle que la voix d'une seule personne, élevée pour la cause de la paix, peut faire la différence. Alors que nous réfléchissons à la vie extraordinaire de Tsutomu Yamaguchi, nous nous retrouvons à la fois avec un sentiment d'admiration face à sa résilience et avec une lourde responsabilité. Son histoire n'est pas seulement une curiosité historique, mais un appel à l'action. Cela nous met au défi d'œuvrer sans relâche pour un monde libéré de la menace de destruction nucléaire, afin de garantir que les horreurs dont il a été témoin ne se reproduisent jamais. Le double cauchemar nucléaire de Yamaguchi est un témoignage de la résilience humaine, mais aussi un sévère avertissement. Cela nous rappelle le pouvoir impressionnant et terrible que nous exerçons et la responsabilité qui nous incombe d'utiliser nos prouesses technologiques de manière judicieuse et éthique. Cela nous appelle à nous engager à nouveau en faveur de la cause de la paix, à œuvrer en faveur d'un avenir où de telles armes n'existeront que dans les livres d'histoire. Alors que nous sommes confrontés aux défis de notre époque en changement climatique, terrorisme, inégalités économiques, l'histoire de Yamaguchi nous rappelle notre humanité commune et la fragilité de notre existence. Il nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espoir et que la voix d'une seule personne, élevée pour la cause de la paix, peut faire la différence. En fin de compte, le plus grand hommage que nous puissions rendre à Tsutomu Yamaguchi et à toutes les victimes de la guerre atomique est peut-être de tenir compte de son appel en faveur d'un monde dénucléarisé. Travailler sans relâche, à petite ou grande échelle, vers un avenir où la puissance de l'atome sera exploitée non pas pour la destruction, mais pour l'amélioration de l'humanité. Un monde où l'éclair du feu nucléaire n'existe que dans la mémoire et où l'esprit humain indomptable qu'incarnait Yamaguchi peut s'épanouir en paix. Alors que nous clôturons ce chapitre, nous vous invitons à réfléchir à l'histoire de Yamaguchi, à la partager avec d'autres et à réfléchir au rôle que vous pouvez jouer dans la construction d'un monde plus pacifique. Car en fin de compte, le véritable mémorial dédié à Tsutomu Yamaguchi n'est pas seulement le souvenir, mais l'action. Action pour que son expérience inimaginable reste unique dans l'histoire de l'humanité, que plus personne n'ait à endurer ce qu'il a enduré. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage à travers l'une des vies les plus extraordinaires du XXe siècle.
Puisse l'histoire de Tsutomu Yamaguchi continuer à nous inspirer et à nous mettre au défi, nous rappelant toujours le caractère précieux de la paix et le pouvoir durable de l'esprit humain. Fin.